Alors nous avions intitulé cette table ronde « L'avenir du médico-social après la crise sanitaire ». On a peut-être été un petit peu optimiste, notamment au vu des témoignages que nous avons pu entendre, avec de nouveau des EHPAD qui sont fermés suite à des cas de Covid et de nouveau les mêmes difficultés que l'on retrouve et qui avaient été celles des précédents confinements. Alors pour aborder ce sujet politique, nous avons le grand plaisir d'accueillir Agnès Firmin-Lebaudot, députée de Seine-Maritime, membre de la Commission des Affaires sociales, Luc Broussy, président de la filière nationale de la Silver Economy, auteur du rapport interministériel « Nous allons vieillir ensemble, 80 propositions pour un nouveau pacte entre générations », mai 2021, et Benoît Calmels, donc, qui est le délégué général de l'UNCAS, l'Union nationale des CCAS. Agnès Firmin-Lebaudot, je me tourne vers vous. Est-ce que la crise a révélé un besoin d'évolution du secteur médico-social ou est-ce que vous allez me dire que oui, et surtout encore une fois par rapport à tout ce que nous avons pu entendre, mais c'est un chantier immense. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce qu'il faut revoir complètement le système? Est-ce qu'il faut le repenser? Quelle est un petit peu votre position aujourd'hui? Bonjour à tous, merci de m'avoir associé à cette table ronde et à ces 15e journées France Alzheimer. L'occasion pour moi de redire à quel point c'est important que les parlementaires se mobilisent pour accompagner, j'allais dire, tout ce secteur. La crise sanitaire a été, comme dans beaucoup de domaines, un accélérateur. Et en ce qui concerne le médico-social, elle a été un accélérateur de la nécessité de l'urgence à agir. De l'urgence à agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la crise sanitaire a montré à quel point, et j'insiste vraiment, je dis à quel point, le secteur médico-social était important dans l'accompagnement des personnes, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient des personnes âgées à domicile, qu'ils soient des personnes malades qu'il fallait accompagner. Ça, je crois qu'il faut le dire. La crise sanitaire a mis, je ne vais pas dire en valeur, mais a révélé vraiment à quel point tout ce secteur était important. Et pour les personnes qui sont ici, à quel point il manquait de moyens peut-être. À quel point d'abord c'était l'importance du secteur. Et je crois que c'était important. J'ai fait partie de ceux, comme je crois les deux personnes qui m'accompagnent sur cette tribune, de dire que notamment sur le secteur du domicile, l'engagement du secteur à domicile a permis, dans la première partie du confinement, le premier confinement, alors que nous étions au tout début et que personne ne savait ce qui nous attendait, grâce à l'engagement de ces personnes, on a évité encore plus de monde à l'hôpital. Et je crois que peut-être, certains d'entre nous l'ont dit, mais que peut-être nous ne l'avons pas assez dit. Et que tout ça est révélateur de à quel point ce que nous pensions déjà nécessaire avant l'est encore plus maintenant. Tout d'abord lié bien sûr à l'évolution démographique qui nous attend, et que très clairement le mur de 2030, plus les années passent, plus il se rapproche. Et je redis à quel point il y avait urgence à agir pour restructurer ce secteur, pour l'accompagner bien sûr avec des moyens, mais aussi l'accompagner dans la nécessité d'évolution de la formation. Et des moyens et une formation devraient, je l'espère, pouvoir rendre ces métiers plus attractifs, car l'avenir du médico-social, il est bel et bien là, et nous allons avoir besoin de tous ces métiers. Et quelle est aujourd'hui l'urgence, selon vous? C'est l'aide à domicile, c'est cette question de professionnels qui ne sont pas suffisamment nombreux, de carrières qui ne sont pas suffisamment attractives? J'aimerais pouvoir dire qu'il n'y a que l'aide à domicile qu'il faut accompagner rapidement. Malheureusement, là aussi, on voit bien que les enjeux, ils sont, j'allais dire, multiples, ils sont nombreux, et tous les champs sont ouverts. Nous avons besoin de professionnels dans tous les domaines, que ce soit dans l'accompagnement du médico-social, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le domicile, et qu'on voit bien que la crise sanitaire a aussi montré que les enjeux sont importants. Et je n'oublie pas, puisqu'on parle aujourd'hui du secteur des séjours d'Alzheimer, que le champ concernant les aidants, il est tout aussi prégnant et tout aussi important si on veut réussir le virage domiciliaire dont on parle, qu'il va falloir prendre. Donc tous les champs sont ouverts.
et ils sont ouverts tous en même temps, et c'est peut-être ce qui rend la tâche un peu compliquée. Et vous parliez effectivement de l'attractivité des métiers. Comment est-ce qu'on peut les rendre plus attractifs? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question d'image? La question elle est à la fois piège, mais je crois que malheureusement l'un est lié à l'autre. Je crois que l'attractivité d'un métier, et je tiens à saluer vraiment l'engagement de tous les gens qui travaillent dans ce secteur, et notamment de l'aide à domicile. C'est un vrai sacerdoce, je le dis. Et lorsque j'étais vice-présidente du département de Seine-Maritime, j'ai connu des aides à domicile qui ont accepté de travailler pendant 2 mois sans toucher leur salaire, parce que leur association était en grande difficulté. Je ne sais pas si on a beaucoup de métiers pour lesquels les personnes acceptent de travailler. Voilà, il y a un vrai engagement parce qu'on est au cœur de l'humain. Et donc, lorsqu'on est aide à domicile, forcément, il y a ce côté qui est important. Donc, un métier est attractif parce qu'il a aussi un salaire à la hauteur des engagements. Et là, très clairement, sur ce champ-là, on n'y est pas, même si les dernières mesures annoncées vont nous permettre un petit rattrapage, mais il y a encore des efforts à faire, que ce soit à la fois au niveau de l'État, mais aussi au niveau des départements qui devront accompagner ces métiers. Je pense que la formation est quelque chose d'important. La formation, mais aussi la formation tout au long de la profession et tout au long de l'évolution de la carrière. Un métier doit être attractif parce qu'aussi il permet des passerelles et peut-être d'évoluer et de se dire, voilà, je commence aide à domicile, mais peut-être je vais pouvoir me former, être accompagné et puis peut-être pouvoir un jour faire un autre métier. Ces passerelles doivent être aussi pouvoir imaginer et rendre les métiers attractifs. Et puis la façon dont on considère le regard aussi sur ces métiers. Voilà. Donc je pense que c'est un ensemble de mesures et que les uns sont forcément liés à l'autre. Je crois que l'attractivité des métiers, c'est tout un ensemble. Un mot peut-être sur les EHPAD. Ça fera peut-être la transition aussi avec Luc, mais Agnès Surma-Lebaudot, comment vous voyez leur évolution? Vous avez devant vous un public qui aujourd'hui est extrêmement inquiet parce qu'il y a de nouveau des fermetures d'établissements, parce qu'il y a de nouveau des cas Covid, parce qu'il y a des aidants qui ne sont pas entendus, qui sont peu écoutés. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette situation? Alors, je ne sais pas si les aidants sont peu écoutés ou si les personnels des EHPAD sont peu écoutés. On voit bien que la situation à laquelle nous sommes confrontés, malheureusement, j'allais dire de nouveau, et je suis heureuse qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui parce qu'on voit bien que les jours à venir vont être un peu compliqués et qu'ils dépendent aussi de notre responsabilité individuelle et collective à peut-être se rediscipliner un tout petit peu plus sur le respect des gestes barrières. Dans les EHPAD, la situation a été dramatique lors du premier confinement. Elle nous a aussi collectivement obligés à réfléchir sur l'accompagnement, sur une responsabilité individuelle, aller voir son proche, mais dans un environnement collectif. Et c'est là où ça a été compliqué, et où ça l'est, et je l'espère que ça ne le redevienne pas, puisqu'on a su, je crois, tenir les enseignements du premier confinement, qui a été dramatique, puisque des personnes ont glissé, et on le sait tous, parce que l'isolement de ses proches a été dramatique. Je crois que les protocoles sont maintenant bien définis, qu'ils respectent la volonté de chacun, mais qu'ils respectent aussi le respect des autres qui ne sont pas malades. Et puis, là aussi, un grand coup de chapeau à nos personnels qui ont été, j'allais dire, soumis à rude épreuve depuis maintenant 2 ans et qui, dans des conditions, notamment au début difficiles, ont su prendre soin de nos personnes qui sont résidentes dans ces structures. Mais là aussi, j'allais dire, l'attractivité du métier doit être prise en compte. Certains parlent de ratio. Je ne sais pas s'il faut un ratio de personnel par personne, mais en tout cas, on voit bien que peut-être une évolution des métiers différentes, des nouveaux métiers seront inventés pour que l'EHPAD d'aujourd'hui, et je crois que nous en sommes tous d'accord, ne doit pas être l'EHPAD de demain en tout cas. Merci beaucoup. Luc Broussy, je me tourne vers vous. J'imagine que vous partagez cette urgence à agir. Donc pour vous, la restructuration du secteur, elle passe par quoi? Et peut-être un mot là aussi sur l'évolution des EHPAD ou
Alors, avant de dire un mot de l'évolution des EHPAD, je voudrais dire que la vieillesse et la prise en charge du grand vieillissement ne se résument pas à l'EHPAD, ne se résument pas non plus d'ailleurs au SAD, au SIAD, enfin bref, ne se résume pas au médico-social. Et ce que j'ai essayé de dire dans le rapport que j'ai remis au gouvernement au mois de mai dernier, c'est que si la priorité des Français, c'est effectivement de vieillir chez soi, c'est cette notion, au fond, de chez soi qu'il fallait entièrement redéfinir. Il faut la redéfinir à l'aune de deux curseurs sur lesquels je veux attirer votre attention. Un curseur démographique, l'explosion du vieillissement dans les 10 prochaines années, 2020-2030. C'est bien de s'occuper d'après 2030, mais déjà, commençons par la décennie qui arrive. C'est l'explosion des 75-84 ans. Le nombre, et ça on ne le sait pas suffisamment, mais le nombre de 85 ans et plus dans notre pays sera le même en 2030 qu'il l'est aujourd'hui. Ça stagne. En revanche, le nombre de 75-84 ans va augmenter de 47% en 10 ans, passant de 4 millions à 6 millions de personnes. Donc, quand on a ce curseur à l'esprit, il faut bien comprendre que le vrai défi de la décennie qui arrive, c'est le défi de ces personnes, 75-84 ans. Peut-être certains se sont glissés dans la salle. Ce sont des personnes âgées, mais valides, parfois valides, mais un peu fragiles, mais pas en perte d'autonomie de manière générale. On peut être en perte d'autonomie à 75 ans, à 80 ans, qu'on s'entende bien. Mais en masse, les 75-84 ans sont des gens qui vivent leur vie, qui peuvent avoir quelques fragilités. Voilà. Mais c'est ça la priorité de la décennie à venir. Et l'autre priorité, c'est de préparer le moment où cette génération du baby-boom va atteindre l'âge de 85 ans, c'est-à-dire en 2030. Mais en termes de politique publique, ne nous trompons pas d'objectif, tout est prioritaire. Enfin, il y a quelques priorités au sein des priorités. La priorité de la décennie à venir, c'est d'adapter notre société, nos logements, nos villes, nos territoires au vieillissement, plus que de construire demain matin des dizaines et des dizaines d'EHPAD. Quand j'insiste sur la notion du chez-soi, c'est le deuxième curseur dont je voulais parler, un curseur plutôt sociologique. Toutes les personnes dont on parle là sont des personnes qui, au fur et à mesure, sont ce qu'on appelle des baby boomers, qui sont nés à partir de 45. Ceux qui sont nés en 45 ont 75 ans aujourd'hui. Ceux qui sont nés en 45 auront 85 ans en 2030. C'est eux qui éventuellement auront besoin d'EHPAD dans 10 ans. Mais ceux qui sont nés en 45 avaient 23 ans en mai 68. Donc cette génération-là, et on le voit, et vous le voyez, vous en êtes vous-même des acteurs pour certains nombres d'entre vous, cette génération, c'est celle qui a été biberonnée à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme, et qui ne s'en laissera pas compter. C'est aussi la première génération qui a mis ses propres parents en EHPAD. Et donc c'est une génération qui dit « moi, je veux maîtriser mon vieillissement ». Et donc ça veut dire aussi que cette génération qui arrive va être plus en capacité que la précédente à prévenir, à anticiper et à choisir son chez-soi. Et le chez-soi, ce n'est pas forcément la maison dans laquelle on a vécu pendant 40 ans, qui est totalement impraticable. Je rappelle toujours ce chiffre absolument dramatique. 9000 personnes âgées de 65 ans et plus meurent de chute à domicile chaque année. D'accord ? Donc arrêtons aussi avec ce discours un peu conservateur sur les gens veulent vieillir chez eux parce que c'est là qu'ils leur en souvenir. Oui, mais c'est là aussi qu'il y a 9000 morts par an. Donc à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Et il y a un moment donné où, effectivement, la capacité de la génération qui vient, c'est d'anticiper des déménagements dans un chez-soi. On peut très bien être chez soi, dans un chez-soi adapté, plus en centre-ville, plus adapté aux fragilités, à la vocation d'avoir un lien social, à la proximité des commerces, des pharmacies et des boulangeries. À partir de là, j'insiste là-dessus, parce que du coup, vous voyez bien qu'à ce moment-là, et c'est un peu la révolution qui est en train de déployer aujourd'hui, c'est que nous allons inventer plein de chez-soi. Les résidences services seniors qui se développent partout en France aujourd'hui. Plus de 60 000 personnes sont aujourd'hui dans des résidences services seniors. Les habitats inclusifs, le gouvernement en a fait, une priorité absolue. L'habitat inclusif, c'est des petits logements où on essaie de s'organiser en communauté. Voilà.
Il va y avoir des résidences intergénérationnelles. Il y a plein de bailleurs sociaux qui ont dans leur carton des constructions de résidences intergénérationnelles aujourd'hui. Bref, il y aura toute une palette de solutions. Et à un moment donné, vers 75, 84 ans, 75, 80 ans, on pourra se dire que si mon logement est inadapté, eh bien, beaucoup plus tôt qu'on ne le fait aujourd'hui, on ne va pas attendre de se casser 3 fois la figure dans l'escalier avant de se dire, bon, ce serait quand même bien que je change de logement, parce que généralement, au bout de la 3e chute, ce n'est pas cette réflexion qu'on se pose, c'est direct l'EHPAD. Donc, la capacité de cette génération à anticiper la question du logement et à anticiper la question de la ville, de la praticabilité de la ville, de la bienveillance de la ville, eh bien, voilà les questions que j'ai voulu mettre, moi, en exergue, parce que bien vieillir chez soi, ce n'est pas seulement combien est rémunéré l'auxiliaire de vie et est-ce qu'il y a un SAD chez moi, c'est avant. Voilà. Pour éviter le médico-social, c'est d'anticiper l'adaptation du logement et de la ville. Mais il y a un moment donné où l'intervention du médico-social arrive. Et là, vous avez bien vu que, au fond, qu'on le veuille ou non, il y a aussi cette espèce de schizophrénie qui consiste depuis 20 ans à dire « Oh, c'est pas bien les EHPAD, jamais de ma vie j'irai en EHPAD », et de construire des EHPAD les uns après les autres. Il y a eu énormément de création d'EHPAD dans les années 90-2000, ça s'est un peu calmé depuis, mais la décennie 90-2000 a été 2 décennies de création de centaines et de centaines d'EHPAD supplémentaires dans notre pays, pendant qu'en même temps, on parlait déjà de la priorité au domicile, et qu'on donnait finalement peu d'argent au domicile, pendant qu'on en donnait en réalité beaucoup en EHPAD, et après on allait dans la tribune là en disant les gens veulent rester chez eux. Enfin, la schizophrénie totale de tout le monde, des professionnels comme des pouvoirs publics. Aujourd'hui, cette schizophrénie, elle continue, mais elle prend encore une autre forme. Les pouvoirs publics vous disent bon, l'EHPAD c'est bien, mais comme personne ne veut aller en EHPAD, on va appeler ça le virage domiciliaire. Personne ne comprend ce que c'est la réalité. Hein. Bon. Donc la réalité, c'est que des EHPAD, il y en a aujourd'hui et il y en aura encore plus demain. Comprenons-nous bien, et vous le savez mieux que quiconque, un pourcentage croissant de résidents d'EHPAD sont des malades d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Aujourd'hui, quand on ne marche pas bien, on ne va pas en EHPAD. Quand on ne marche pas bien, mais qu'on a toute sa tête, on va dans une résidence de service senior où on reste chez soi. Avant, dans les années 80, dès qu'on avait un peu un problème physique, de motricité, on allait en EHPAD. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et vous le savez, et ce sera de plus en plus le cas. Le maintien à domicile sera de plus en plus efficace pour des gens qui ont un problème physique, mais pas psychique. Et donc, des EHPAD, il y en aura de plus en plus. Il est vain de penser que le maintien à domicile, et encore plus vain de penser que le développement de l'habitat inclusif, va venir permettre de ne pas construire des dizaines de milliers de lits d'EHPAD à partir de 2030. Je rappelle qu'il y a 600 000, presque 700 000 personnes en EHPAD aujourd'hui. Et demain, à partir de 2030, quand le nombre de 85 ans et plus va exploser, qui peut croire un quart de millième de seconde qu'on n'aura pas besoin d'EHPAD supplémentaires? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres solutions, mais les autres solutions joueront sur des dizaines de milliers de personnes, pas sur des centaines. Donc, moi, j'ai pris avec mon ami Jérôme Guedj, qui est ici présent dans cette salle, le parti pris de dire il y aura de toute façon des EHPAD. Alors, arrêtons de se voiler la face et de penser que tout le monde sera à domicile, ce qui d'ailleurs, au demeurant, n'est pas souhaitable quand, confère le rapport de Jérôme Guedj, il y a 300 000 personnes qui se sentent totalement isolées à domicile. Oui, c'est bien le domicile pour les autres. Enfin, quand vous êtes une femme seule, veuve de 85 ans, que vos enfants ne sont plus là et votre mari non plus, c'est super le maintien à domicile. Voilà. Sauf que ça crée des gens qui reçoivent un coup de fil toutes les 3 semaines. Ça crée des situations d'isolement total. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, comme il y aura des EHPAD, eh bien, il faut changer d'EHPAD. Voilà. C'est pas, il n'y aura plus d'EHPAD. Il y aura des EHPAD. Mais donc, changeons-en les contours, la philosophie, la façon, l'architecture, le sens même. Et c'est le travail qu'on a fait avec notre think tank pour créer un document qui s'appelle l'EHPAD du futur. 3 petits points, commence aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi, c'est pas seulement on verra plus tard. C'est à partir de maintenant qu'il faut réfléchir. C'est quoi l'EHPAD de demain? C'est l'EHPAD qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à cette génération-là, qui a envie de manger quand elle a envie de manger, qui ne veut pas qu'on lui impose quoi manger, qui ne veut pas qu'on lui impose les heures où il faut manger, qui ne veut pas qu'on lui impose que, tiens, mon fils veut me voir parce qu'il finit le boulot à 8h, il veut me voir à 9h. Ah non, les horaires de visite ne sont pas bonnes. Non, tout ça ne sera plus crédible dans quelques années. Et la crise du Covid a amené ça. Elle a amené 2 choses. C'est le réveil des familles. Je ne veux plus accepter ce que j'acceptais passivement avant. Moi, vous voyez, mon père, il a 85 ans. Il va très bien, voilà. Bon, mais il n'est pas impossible que dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, bon, il ait besoin d'aller en EHPAD. Si c'est le cas,
Mais j'attends le directeur qui m'empêche d'aller le voir si lui, il en a envie, hein, et que moi, j'en ai envie. Si lui en a envie, moi, j'en ai envie, on va m'empêcher de voir mon père à 9 h du soir. Non, mais le premier directeur qui tente de m'empêcher le chemin, mais je veux dire, moi, je pète un câble. Et, bon, parce que ça ne sera plus dans les mœurs, ce ne sera plus possible. Et ça, finalement, la crise du Covid nous l'a montré, c'est plus possible, ça. Nous, on a appelé un chapitre, l'EHPAD, ça doit être bienvenue chez vous, au lieu de bienvenue chez nous. Combien, enfin, ça vous arrive de prendre un taxi où le taxi met la radio à fond, il dit, vous pouvez baisser? Ouais, je fais ce que je veux chez moi. Je suis dans mon taxi, je suis chez moi. Bon. Il y a encore des directeurs qui disent, ici, c'est chez moi. Ben non, c'est pas chez toi. Voilà. Il va bien falloir comprendre que maintenant, on est chez nous, en EHPAD. Ben, je dis chez nous, je ne suis pas encore tout à fait moi l'âge d'aller en EHPAD, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut changer cette logique institutionnelle pour transformer l'institution en domicile. Ça, c'est comment dire, le grand défi qui appartient à la génération des seniors post-68 ans dont je parlais tout à l'heure. C'est elle qui changera la face des EHPAD, mais il y aura toujours des EHPAD, mais on les appellera peut-être plus comme ça. On s'en fiche d'ailleurs de savoir comment on les appelle. Il n'y a aucun nom qui fait plaisir quand il s'agit de rentrer à 88 ans dans un établissement, parce qu'on ne peut plus faire autrement. Voilà, on appellera ça comme on veut, Club Med, comme vous voulez. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun nom qui correspond à, voilà, de toute façon, quelque chose qui ressemble à la fin de vie, mais il est essentiel de ne pas se mentir. Il y aura toujours des institutions parce qu'on en a besoin, et quantitativement, on en aura de plus en plus besoin, mais il faut en changer la face, il faut en changer la donne dès maintenant, et c'est une fois plus le défi de la génération qui arrive. Merci, merci beaucoup, Louis Broussy. Alors, en vous écoutant, je me posais la question du financement. Alors, je vais la poser à Benoît Calmels, puisqu'on parle beaucoup, hein, effectivement, de cette génération-là qui va arriver, qui va avoir besoin d'accompagnement, quel qu'il soit, et qui est une génération qui a eu aussi peut-être des carrières qui sont un petit peu fragmentées. Donc, la question, Benoît, que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on assiste aujourd'hui ou pas à une précarisation des publics qui relèvent du médico-social? J'ai eu peur qu'on me prenne pour un homme d'argent. On allait se dire, tiens, c'est un Aveyronais, ça parlera à Luc. Alors je suis content en plus parce que je remercie le président Jaouen de m'avoir mis avec Luc et Agnès, parce que je suis de par mon père Aveyronais, de par ma mère Havrais, donc du coup, je me sens un peu en famille. Non, il y a une vraie question, et puis c'est toujours difficile de passer après Luc, parce que comme il fait le show, mais il ne faut pas regarder que le show, c'est important ce qu'il a dit, je reviendrai sur certains de ses propos. Oui, on assiste en fait à une précarisation, alors on en parle dans les journaux, hein, de la précarisation globalement de la France. Après on peut dire on est pour, on est contre, enfin du moins on est d'accord, on n'est pas d'accord. L'INSEE dit que, l'INSEE dit pas que. Nous dans les CCAS, on note que par contre les populations qui étaient déjà en précarité deviennent plus précaires. Et par contre ce qu'on note, et là l'INSEE le dit elle-même, c'est que les générations de retraités qu'on va avoir dans l'avenir ne seront pas ce qu'elles étaient, ce qu'on disait il y a 15 ans. Il y a 15-20 ans, on disait les retraités sont la classe d'âge la moins précaire, celle qui a le plus de revenus. En fait, ce n'est pas qu'elle a le plus de revenus, c'est qu'elle avait un capital qui était souvent une résidence principale, elle était propriétaire et donc ils avaient des biens. Ça ne va plus être vrai. On va se retrouver avec des tas de populations qui vont arriver aux horizons qui ont été évoqués par Luc. Je suivrai aussi rapidement en EHPAD, puisqu'on a quasiment le même âge à quelques jours près, me semble-t-il, si ce n'est quelques semaines. Et en tout cas, voilà, ce qui va apparaître, c'est qu'on va avoir des gens qui vont avoir une double, triple, peut-être quadruple peine. Et je m'explique en quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être vieillissants, qui vont avoir besoin de solutions. Alors il y en a peut-être un grand nombre qui n'auront pas besoin de solutions. Très bien, ils vivront parfaitement. Moi aussi, hein, mon père, il a 84 ans, il est en pleine forme, il se débrouille tout seul, pas de souci. Mais on va avoir des gens qui vont être précaires et qui vont avoir besoin de solutions qui risquent d'être coûteuses. D'un autre côté, on va avoir des familles accompagnantes qui elles-mêmes vont devoir les aider, mais elles-mêmes ne sont pas dans une situation financière qui leur permet de... Parce que souvent, ils ont été eux-mêmes aides des enfants ou autres pour les études, pour le logement ou autre. Donc on va se retrouver avec, et on ne fait pas assez attention à ça, on va se retrouver avec des gens qui vont être confrontés à des problématiques médicales, mais qui vont être confrontés également, vous remarquez le lien avec médico-social, avec des problématiques sociales. C'est ce qu'on oublie trop souvent, parce qu'on segmente. Le problème, c'est qu'en France, on a tendance à segmenter. On se targue du médico-social et on va sortir des textes de 75 de la loi de 2002, parce que les textes législatifs, c'est bien, mais en tout cas, le médico-social, il n'existe pas réellement. On a soit du médical,
Et on va se dire, une personne qui est atteinte d'une pathologie Alzheimer ou apparentée, il y a besoin d'un traitement de santé, parce que c'est une problématique de santé. Non, c'est faux, parce qu'il y a tout un tas de facteurs autour. C'est-à-dire que la personne, elle peut avoir des problèmes de précarité, elle peut avoir des problèmes d'isolement social. Et puis en plus, souvent, comme on manque de professionnels, on va faire appel aux aidants, qui sont le plus souvent des aidants familiaux. C'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention. À l'UNCAS, on le répète à l'envi depuis malheureusement des années, c'est que les aidants, c'est très bien. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'un aidant familial, il reste un aidant familial, c'est-à-dire qu'il joue son rôle de famille, qu'il ne devienne pas un aidant professionnel par manque de professionnels. Parce que sinon, on épuise l'aidant, et puis au bout d'un moment, avec le vieillissement de la population, ou du moins l'avancée en âge, on va se retrouver avec quoi? Avec 2 générations, 3 générations de personnes épuisées. On ne pourra pas tenir de cette manière-là. Ce que je voulais dire également sur la thématique de l'avenir du médico-social après la crise sanitaire, donc oui, on sait tous, on a vécu une crise sanitaire, c'est que les chiffres actuels ne sont pas terribles, même si pour l'instant, j'ai assisté à une réunion hier avec le ministre Olivier Véran. La problématique pour l'instant, surtout sur le système hospitalier qui est tendu en plus avec d'autres types d'épidémies, type bronchiolite et la grippe qui va arriver. Donc c'est ça qui crée une grosse problématique. Mais enfin, la crise sanitaire n'est pas totalement terminée. Et puis, ce que je voulais dire, c'est sur le mot crise. Il y a certains ici dans cette salle qui savent que j'ai un tropisme pour l'Asie assez prononcé. Et en chinois, crise, ça s'écrit avec 2 idéogrammes. Le premier idéogramme, c'est danger. Et le deuxième idéogramme, c'est opportunité. C'est-à-dire que crise, c'est à la fois un danger et à la fois une opportunité. Et il faut qu'on s'appuie justement sur ce qu'on a vécu, qui est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, ça fait longtemps que je suis dans le domaine professionnel. Je pense que c'est le cas ici. Jamais vécu ça. Je veux dire, c'est limite. On avait l'impression d'ouvrir un livre d'histoire avec la peste du Moyen-Âge. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et ça a été quelque chose de terrible. Il ne faudrait pas rater le virage et zapper le fait qu'on est à un moment où il faut penser à justement cet avenir du médico-social. Et est-ce que le médico-social, il ne faut pas le transformer? Est-ce qu'on ne vit pas trop sur nos segments avec d'un côté la santé pure, le médical, et de l'autre côté le social, alors que les deux sont intimement liés parce que et la santé et le social ont trait à une seule entité qui est l'humain. Et donc, il faut qu'on reprenne en fait l'humain au centre de tout ça. C'est ce que vous vivez, vous, dans vos associations ou autres. C'est ce qui est au cœur de votre action, ce qui est au cœur de votre intervention, au cœur de ce que vous vivez dans vos familles, mais au cœur de ce que les professionnels vivent ou les élus, qu'ils soient parlementaires ou élus locaux. C'est l'humain. C'est ça qui fait sens. Et donc, il ne faudrait surtout pas rater ce virage ou cette opportunité, si je peux me permettre de dire, cette opportunité que nous offre la crise, de nous poser, de nous dire on a vécu quelque chose de dramatique, de dur à vivre et qui continue à être dur. Je veux dire, même les Français globalement souffrent de la situation. C'est le moment où il faut quasiment qu'on se dise faisons sauter toutes les cloisons et essayons de développer un peu plus loin. C'est ce que cherche à faire l'UNCAS d'ailleurs, en essayant de réfléchir au modèle qu'on pourrait imaginer sur le médico-social dans le futur. Vous pouvez un peu nous parler justement peut-être de ces travaux pour mieux coordonner, parce que c'est aussi un sujet dont on parle depuis quoi, 20 ans, 30 ans? Comment on coordonne mieux, comment on décloisonne. Est-ce que là, c'est le bon moment? Mais ok, c'est le bon moment. Cette crise-là a révélé vraiment l'urgence de décloisonner. Mais concrètement, on fait quoi politiquement? J'ai envie de dire oui. Alors, ça fait des années que j'entends parler de ça. Moi, ça fait 17 ans que je suis à l'UNCAS. Ça fait 27 ans que je suis dans le domaine des CCAS, donc j'ai l'impression de toujours entendre la même chose et de revenir toujours aux mêmes solutions. C'est-à-dire qu'on assiste aux réunions, mais en plus, depuis que j'interviens dans des colloques, j'ai l'impression Alors, je suis très content d'être ici, mais des fois, j'ai l'impression qu'on redit toujours les mêmes choses et que Luc appelle tout le monde à regarder l'avenir. Et des fois, il est laissé un peu tout seul, en rade. Voilà, on l'a écouté, on a applaudi, mais ça va pas beaucoup plus loin. Alors, je dis pas qu'il faut faire une révolution du médico-social, et pour autant, pourquoi on ne pourrait pas faire une révolution du médico-social? Nous, on a réfléchi, on avait fait une première étape, les CCAS. Alors, quelle serait la légitimité des CCAS? C'est d'abord que, de par notre mission réglementaire, on agit sur tous les secteurs du social. Parce que quand dans le Code de l'action sociale et des familles, on vous dit mène la politique d'action sociale sur le territoire, l'action sociale, ça peut être très très large. Le CCAS de Grenoble, à une époque, il mettait également la culture et le sport. Donc, nous, on est en plus une association d'élus locaux,
des maires ou des présidents d'intercommunalité. Donc des gens qui à la fois sont les mains dans le cambouis, parce que comme le disait le président du Sénat, le maire c'est celui qui est à portée d'engueulade, parce qu'il est au plus près de la population. Ça, c'est clair. Donc, il est obligé d'être dans le quotidien, il est obligé d'être dans le traitement quotidien. Et on a d'ailleurs bien travaillé avec le gouvernement pendant le premier confinement parce que, justement, on était ceux qui étaient la logistique du dernier kilomètre, quelque part. Mais d'un autre côté, un maire, c'est, vous savez, ce qu'on appelle souvent le maire bâtisseur, c'est-à-dire celui qui réfléchit à ce que doit être l'avenir, parce qu'il y a d'abord des investissements financiers. On revient à la question de la finance. Mais des investissements financiers qui font qu'on est obligé de réfléchir à 10, 15, 20 ans. Parce que construire un EHPAD, reconstruire un quartier, ça se fait pas en 6 mois, 1 an, c'est beaucoup plus long comme échelle. Et donc on s'est dit, posons-nous et réfléchissons à, c'est une opération que certains ont peut-être entendu parler, qui s'appelait le CCAS 2050. Donc pourquoi on avait pris 2050? C'est pas qu'on a dit en 2050 tout va changer, c'est pas ça, mais on s'était dit on prend une date. Alors la communication, on voulait une date carrée, comme ça passe mieux. Et on se disait on prend une date assez lointaine pour pas qu'on soit tenu par une contrainte de planning ou autre. Derrière, on a fait réfléchir des élus et des fonctionnaires. Plus de 200 dans toute la France qui ont travaillé pendant 6 mois sur le sujet. Et je vais vous dire, moi le premier, délégué général de l'UNCAS et ancien fonctionnaire en plus, j'ai été scotché par les réponses. C'est-à-dire que l'une des premières réponses des fonctionnaires, pourtant des fonctionnaires, a été de dire, déjà il faut faire sauter les murs du CCAS, plus de CCAS lieu existant. Il faut trouver un système, en 2050, ça serait top, que le CCAS, en fait, il soit diffus dans la population. Et qu'on soit plus dans le travail, qu'en fait, que le CCAS, quelque part, alors je sais qu'il y a certains de mes adhérents qui ne sont pas tellement d'accord, mais c'est ce qui est ressorti des débats, pourquoi un CCAS continuera à gérer des EHPAD? Pourquoi il continuera à gérer des résidences autonomie? Pourquoi il continuera à gérer des services? Par contre, que le maire, président du CCAS, que le président de Terco, président du CIAS, soit une espèce de coordonnateur sur le terrain, de mise en relation des acteurs, que ce soit les associations, les entreprises ou des services publics, en lien et avec le président du conseil départemental, qui se trouve de fait être le chef de file de l'action sociale sur le territoire, et avec le préfet qui représente donc l'État, d'être celui qui est capable de mettre autour de la table et de coordonner. Et par contre, parce que ça, c'est une mission qu'on gardera toujours et qu'on rappelle au gouvernement, l'actuel comme les anciens, c'est qu'on a une mission interstitielle dans les CCAS, c'est-à-dire que le rôle des CCAS, c'est par contre d'intervenir et d'avoir des services là où personne d'autre n'interviendra, parce qu'il n'y a pas d'association, parce qu'une entreprise, ça ne sera pas assez rentable pour qu'elle intervienne, et que oui, on ait des services d'aide à domicile qui sont des fois considérés comme microscopiques, qu'on ait des petits EHPAD, qu'on ait des petites résidences autonomie, parce que personne d'autre ne pourra y aller. Et je dirais, c'est la mission, si j'étais un peu grandiloquent, je dirais c'est la gloire du service public que de mettre en œuvre des services qui sont peut-être coûteux pour la collectivité, mais si le service public ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Donc en gros, s'il y avait un message à dire, c'est y compris à France Alzheimer, mais de toute façon, je crois, Président, qu'on va se rencontrer bientôt pour voir comment on va travailler ensemble. Je ne dévoile pas de secret en tant que tel. Mais en tout cas, voilà, c'est d'arriver à travailler tous ensemble, tout le secteur. Et quand je dis tout le secteur, c'est bien entendu les associations qui travaillent sur le secteur, c'est le médical, c'est l'État, c'est les administrations, donc au travers des différents échelons de collectivités territoriales, mais c'est également les entreprises et surtout c'est les citoyens. Il faut que ce soit les citoyens qui puissent être au cœur de cette décision parce que c'est le citoyen qui est le plus important. Et si on pouvait revenir un jour à ce que le petit tiret entre médico-social, il existe réellement et que ce ne soit pas un slash qui découpe médico d'un côté et social de l'autre, je pense qu'on aurait gagné grand-chose. Merci beaucoup Benoît Calmels. Alors j'imagine que vous avez des questions ou des réactions, voire même peut-être des propositions. On est à quelques mois aussi d'une échéance importante. Donc, qui lève la main? Oui, dans le fond, là-bas, dans le fond, sur ma droite. Merci, merci beaucoup. Pascal Peters, je suis responsable d'animation du réseau pour l'association Coalia, donc sur le volet médico-social. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association qui historiquement travaille dans le social, avec un peu plus de 400 dispositifs. Et puis sur la partie médico-sociale, on a aujourd'hui 57 établissements et services.
qui se découpe à peu près en moitié pour personnes âgées, personnes handicapées au niveau de l'accompagnement. Ce que vous venez de décrire, Monsieur Calmel, je le vis au quotidien avec les équipes et depuis de nombreuses années, puisque effectivement, on a des dispositifs sociaux d'un côté, médico-sociaux de l'autre, on a les mêmes problématiques, mais on ne peut pas travailler ensemble parce qu'il y a ce découpage, effectivement, qui fait que concrètement, au quotidien, pour travailler ensemble dans les dispositifs, on ne peut pas parce qu'il y a des problématiques de financement. Et c'est un frein qui reste voilà, depuis des années. Et j'espère que ces annonces pourront voir un jour la réalité, puisque ne serait-ce que dans le médico-social, on voit bien que l'accompagnement, par exemple, avec l'évolution des dispositifs pour personnes handicapées vieillissantes. On a fait déjà un pas, mais moi je l'ai vécu déjà depuis 2007, ça ne date pas d'hier, comme on parlait des populations et des personnes Alzheimer jeunes. Moi j'avais essayé de créer un établissement à cette époque. J'ai réussi à créer un dispositif qui aujourd'hui est toujours en vigueur, qui est une journée d'accueil au sein d'accueil de jour, pour ces malades-là spécifiquement, mais c'est vrai que ça a été une bataille avec nos financeurs pour pouvoir arriver petit à petit à faire évoluer les mentalités sur des dispositifs qui pouvaient être communs, sur des financements qui ne sont pas habituels au départ. Et j'espère qu'on pourra effectivement progresser sur cette voie. Alors moi, j'avais une question à Monsieur Luc Broussy. Tout à l'heure, vous nous parliez effectivement d'une évolution du secteur avec des EHPAD qui ne seraient plus des EHPAD au sens où on entend aujourd'hui, avec un accompagnement qui serait plus large. Or, quand même, quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on voit qu'on va plutôt vers une sanitarisation des EHPAD. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu parce que quand on voit les derniers textes, c'est pas ça qu'on nous présente. Voilà, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors effectivement, on l'entend de plus en plus, la sanitarisation des EHPAD, compte tenu du public. Donc voilà, Madame craint que ce ne soit l'EHPAD de demain, que l'EHPAD de demain soit un EHPAD hôpital. Comment vous réagissez à... J'étais hier avec un directeur d'EHPAD qui m'expliquait son agacement au fond d'une évolution qui faisait penser que, sous prétexte que les personnes étaient de plus en plus en perte d'autonomie quand ils arrivaient en EHPAD, il fallait multiplier les personnels soignants. Et il me disait son agacement que maintenant, au-delà des médecins coordonnateurs, des aides-soignantes, des infirmières, à l'intérieur des infirmières des IDEC ou des cadres de santé, à l'intérieur des auxiliaires de gériatrie, de vie. Il y a une segmentation maintenant du personnel soignant qui fait que, y compris les directeurs, n'y comprennent plus rien, qu'on a de plus en plus de mal, donc du coup, à orienter finalement d'une certaine manière les jeunes vers des formations, puisque tout ça est très comment dire, segmenté. Mais surtout, il me disait son agacement qu'au fond, nous restons dans la culture française du réparer plutôt que du prévenir. Et que donc nous continuons avec ce triptyque médecin, infirmière, aide-soignante, et qu'on pense que c'est ça le bon modèle en EHPAD. Moi, puisque j'ai quelques années derrière moi d'exercice dans ce secteur, je comprends que au tournant des années 2000, quand on a fait ce qu'on appelait la réforme de la tarification, qui ont transformé en fait les maisons de retraite en EHPAD, qu'on les ait médicalisées. Parce que, pour le coup, avant 2000, il y avait une sous-médicalisation. Mais on a pensé ensuite que c'était dans la médicalisation au sens soignant du terme qu'on allait trouver, la solution. Et aujourd'hui, ce même directeur me disait, mais au fond, pour beaucoup de résidents, ils n'ont pas besoin de soins. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est pas on ne va pas soigner une personne Alzheimer en maison de retraite, en EHPAD. Donc on a besoin d'accompagnement, de lien. Et que plus d'ailleurs il y a de soignants, plus on passe d'une main à l'autre. Puisque c'est pas la même... l'auxiliaire de vie va faire un truc que l'aide-soignante va ensuite, parce que l'aide-soignante peut faire des choses que l'auxiliaire de vie ne peut pas faire. Et puis après, l'infirmière va arriver parce que dans son décret de compétence, il y a des choses que l'aide-soignante ne peut pas faire. Tout ça n'a plus aucun sens. Donc oui, moi je pense qu'on a raté un petit rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il l'est pour toujours. Mais ça va faire 2 ans qu'on travaille sur l'attractivité des métiers sans avoir
critiquer le cadre lui-même de tous ces métiers qui se succèdent les uns après les autres. Et les professionnels continuent à dire « moi je veux des soignants, mon ratio de personnel », sans jamais véritablement, en réalité, porter sur le débat public la composition de ce ratio. Et dès qu'on va dans le Nord, moi j'ai travaillé, évidemment, vu mon rapport sur la question de l'adaptation des logements, les ergothérapeutes sont 10 fois plus nombreux en Suède qu'en France. Par habitant, je veux dire, en ratio par habitant. Vous allez dans une maison de retraite belge, vous avez des psychomotriciens, c'est commun. Nous, c'est pas commun. Bon. Donc, oui, voilà, je ne sais pas quoi vous dire autre, c'est que si on doit inventer l'EHPAD de demain, ce doit être un EHPAD qui arrête de penser qu'on va soigner la vieillesse au moment où il faut l'accompagner. Et donc, cette réflexion-là, moi, je l'appelle de mes voeux, parce que je pense que, d'une certaine manière, c'est une espèce d'impensé depuis 2 ans dans le débat, même rapport El Khomri, rapport que les gens bien, hein, notre ami Laforcade, etc. Mais on n'a pas remis en cause le principe même de la répartition de ces métiers dans l'EHPAD. Et puis, je dirais un mot, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le fait que l'EHPAD du futur, ça doit être aussi l'EHPAD plateforme. Je reviens sur cette notion, parce que ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on sera... Moi, ce que je plaide, c'est qu'à un moment donné, à terme, ce n'est pas demain matin, j'entends bien, mais que dans les EHPAD, on demande au directeur, mais ça peut être aussi le cas d'un SAD, d'être responsable d'une file active. Voilà, ce que certains dans le secteur du handicap connaissent. C'est-à-dire que je suis directeur d'EHPAD, aujourd'hui je suis responsable de 80 personnes qui sont entre mes 4 murs. Demain, moi je souhaiterais, demain voire après-demain, qu'un directeur d'EHPAD, un directeur de centre de ressources au fond, soit responsable d'une file active. Je suis responsable de 150 ou 200 personnes. Et à moi de voir avec les familles, avec les personnels, avec les médecins, savoir si la personne, il faut qu'elle soit en EHPAD, s'il faut qu'elle reste chez elle, là, dans son appartement, à 200 mètres de là. On lui apportera son repas. Est-ce que c'est une personne qui doit venir, comment dire, par exemple, faire de l'accueil de jour et rester la nuit chez elle, ou bien presque même l'inverse? Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que de faire en sorte qu'à terme, c'est pas tout à fait de la science-fiction, mais presque, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on décide d'arrêter de tout tronçonner, de tout segmenter, et que cette EHPAD plateforme devienne un centre de ressources où le directeur de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'EHPAD soit non seulement responsable des gens qui sont de manière permanente chez lui, qui soit responsable de gens qui viennent de manière temporaire, de l'accueil de jour, mais qui soit aussi responsable d'aller s'occuper des 30, 40, 50 personnes qui sont dans le quartier et qui seront dans cette file active. Voilà. Donc ça assouplira les modalités d'intervention, ça désanitarisera au sens qu'on vient de l'entendre là, la prise en charge, mais je pense que ça, c'est encore des révolutions qui sont évidemment devant nous. Merci beaucoup. Agnès Firmin-Lebaudot. Oui, moi, je voulais réagir à la fois au propos de Benoît Calmès et vous, de Madame, sur la crise. Elle a montré beaucoup de choses. Elle a aussi beaucoup montré qu'on était capable, lorsqu'il le fallait, de faire sauter des barrières. Et que, après la crise sanitaire, on espère qu'il arrive assez vite, pour que enfin on puisse collectivement, et certains d'entre nous ont commencé déjà à faire le travail, de se dire ce qu'on a été capable de faire parce qu'on était face à l'adversité, ne revenons pas en arrière. On a été capable d'expliquer que tant pis, si ce n'est pas l'ARS qui prend en charge, c'est le département ou vice-versa, de faire sauter ces barrières et aussi de travailler entre professionnels, ce qui était impossible en janvier 2020, en avril 2020, face à l'adversité, je le répète, parce qu'il fallait prendre en charge des personnes malades, parce qu'il fallait trouver des solutions parfois intra-professionnelles et interprofessionnelles ont été trouvées. Donc gardons cet état d'esprit, gardons tout ce qu'on a pu faire sauter comme barrière administrative qui nous empoisonne, qui vous empoisonne au quotidien. Gardons cet état d'esprit, faisons ensemble le constat de ce qui a été bon pour avancer, pour prendre en charge les malades, les personnes en situation de handicap, pour pouvoir continuer à avancer sur ce secteur-là et décloisonner, parce que je crois qu'ici, tous les trois, on appelle ça de nos voeux, c'est une prise en charge globale, et la prise en charge, elle pourra se faire de façon globale. Lorsqu'on aura aussi résolu une problématique sur laquelle nous sommes quelques-uns à travailler depuis maintenant de trop nombreux mois, sans pouvoir y avoir apporté une réponse, c'est sur le financement et la prise en charge. Et donc cette segmentation, elle est aussi due aux différents acteurs qui prennent en charge. Donc quand on aura aussi répondu à cette question, je crois qu'on pourra avancer plus vite dans l'intérêt de tous. Et là aussi, par contre, nous sommes tous d'accord, je crois que tous les trois, nous le sommes assez, c'est sur l'enjeu de remettre la personne d'abord au cœur de ses choix, au cœur du dispositif, et après on avance
avec cet état d'esprit que nous partageons tous. Merci beaucoup. Alors peut-être, avant de prendre une question, Benoît Calmel, une réaction. Toutes les barrières, j'ai envie de dire, on n'a pas réussi à toutes les faire sauter. Est-ce que vous pouvez nous exposer en 1 minute la situation des 26 000 aides à domicile, ce qui a été l'objet de votre dernière conférence de presse et d'alerte? Et où est-ce qu'on en est? Est-ce que la situation est enfin débloquée? Question subsidiaire, est-ce que dans le CCS 2050, on va vers un statut unique? Alors ça, sur la deuxième question, c'est plus difficile de répondre. Sur la première question, je ne m'attendais pas à celle de la question, mais bon, c'est d'actualité. Il n'a pas échappé. Voilà que l'UNCAS avait fait une conférence de presse au départ pour présenter un livre blanc que je conseille à tout le monde de regarder sur la question de l'autonomie. Il y a des propositions qui ont été faites. On avait imaginé ce livre blanc pour en fait permettre d'alimenter les parlementaires lorsqu'ils discuteraient de cette grande loi que malheureusement on regrette qu'elle n'ait pas eu lieu. Alors je sais qu'il y a je me doutais qu'on allait prendre le micro à côté, mais c'est de bonne guerre. Hein. Mais en tout cas certes on va nous dire que il y a eu le PLFSS et tout ça, mais enfin ça reste quand même. On a assez de parlementaires ou d'anciens parlementaires dans notre conseil d'administration pour savoir que le PLFSS c'est pas un vrai débat de société comme aurait pu le mener le Parlement. Et nous on estimait qu'étant donné que tout le monde avait travaillé sur le sujet et où en plus c'était une des premières fois dans le secteur que je voyais toutes les fédérations, après le rapport Libaud, après le rapport El Khomri, après le rapport Vachey, enfin un ensemble de rapports, même celui sur l'isolement de Jérôme ou celui de Luc. Je veux dire, il y a eu un ensemble de rapports où globalement tout le monde était d'accord. Voilà, on n'était pas d'accord à 100%, mais on n'est jamais d'accord à 100%. Mais c'est la première fois que j'ai rencontré mes homologues de fédération des entreprises, de fédération d'élus locaux, de fédération d'associations, dire on est d'accord globalement, on n'a plus qu'une chose maintenant. On file le bébé aux parlementaires et ils ont un vrai débat de société. Parce que la question du grand H est un débat de société, ça n'est certainement pas ni un débat technique, ni un débat purement financier. Voilà, ça c'était le sens de la conférence de presse. Sur la question des aides à domicile et la revalorisation, voilà, on n'est pas dupe. On demande parce qu'il y a une question qui est sensible là-dessus. On peut comprendre que c'est un souci pour Bercy parce que si on revalorise le statut de la fonction publique territoriale pour les agents sociaux, c'est-à-dire les aides à domicile, les organismes représentatifs du personnel vont dire on revalorise l'intégralité de la fonction publique territoriale et on est bien conscient que la France à l'heure actuelle n'est pas en capacité de faire cet effort. On peut l'entendre. Dans ma réponse, je vais juste dire quelque chose qui va permettre de répondre à la personne qui était dans le fond et qui évoquait tout à l'heure. Vous voyez cette conférence de presse, vous vous doutez bien de comment ça se passe. Forcément, cette conférence de presse n'a pas forcément plu au gouvernement. C'est normal, je veux dire, chacun sa position. Ça n'a pas empêché qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai rencontré il y a peu de temps le cabinet de Brigitte Bourguignon. On s'est expliqué, on se dit les choses. Et puis une fois qu'on s'est dit les choses, qui des fois ont été vives, hein, l'échange a pu être vif, mais qu'on se dise au moins, maintenant, voilà comment on fait ensemble pour trouver une solution efficiente et efficace pour les CCS, les CIS, et derrière, pour les citoyens, parce que c'est ça qui est important. Voilà. Donc ça rejoint votre question. Des fois, ça peut être un long combat. Ça peut être un combat, mais en tout cas, voilà, il faut toujours avancer, toujours persévérer. On verra pour la suite, mais en tout cas, on ne doute pas. Et puis, on transférera. Ça a dû déjà commencer, d'ailleurs, pour la Commission des Affaires sociales. Ça a dû être envoyé, le livre blanc autonomie. Il ne va pas tarder à arriver, je pense. Une petite réponse rapide. Je crois que les premiers frustrés, autant que vous, sur le fait qu'il n'y ait pas eu de loi grand âge et autonomie, ce sont bien les parlementaires, ou au moins tous ceux qui se sont investis depuis, je ne vais pas dire des mois, parce que maintenant je crois qu'on peut dire des années, sur le sujet et sur les nombreux rapports qui ont été commis et sur lesquels, vous avez raison de le dire, parce qu'ils ont été aussi co-construits, ces rapports et ces travaux. Je veux dire, ils font, on ne peut jamais faire 100% d'unanimité, tant mieux d'ailleurs, parce que ça permet de faire avancer le débat, mais pour le coup, voilà, et que je suis d'accord avec vous que pour nous la frustration c'est qu'il n'y ait pas eu de loi grand âge et autonomie, parce que c'est une grande loi de société dont nous aurions eu besoin, mais nous arrivons dans une période où nul doute que l'opportunité va être saisie par tous et par vous aussi, les associations, et il le faut parce que l'urgence elle est là. Et que là où je veux rejoindre, c'est que pour nous, la frustration, elle est que le PLFSS n'est qu'un projet de loi, j'allais dire, technique et purement financière, où on ne peut faire rentrer aucune mesure
Si ce n'est quand même que rappeler, même si je l'ai déjà dit, que la 5e branche, elle existe grâce aux parlementaires qui, nuitamment en juillet 2020, ont créé cette 5e branche. Donc il faut aussi le dire. Tout à fait. Et merci beaucoup. Et on vous applaudit pour ça. Une question, on vous écoute. Oui, excusez-moi, j'ai perdu un peu la file, mais j'espère pouvoir y arriver. J'ai entendu M. Luc Broussy tout à l'heure nous parler de l'importance de l'EHPAD et du fait qu'on va continuer à en avoir de plus en plus. Moi, j'avais un réel souci. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler des EHPAD, du fait que les EHPAD étaient, enfin, je ne vais pas dire mouroirs, mais je vais parler de l'importance de ce que nous, en tant que... Je ne me suis pas présentée, je suis soignante en EHPAD dans l'Oise. Donc aujourd'hui, il y a un réel problème en EHPAD. Je parlerai de la... Excusez-moi. Je parlerai de la réévaluation, de la formation et de la responsabilité. De nos jours, j'ai aussi entendu parler de tronçons. Je pense qu'il est plutôt question de formation. Peu importe qu'on soit infirmière, aide-soignante ou autre, on a un réel problème de formation en EHPAD. Si, en mon sens, les soignants étaient formés en ce qui concerne les pathologies Alzheimer et maladies neurodégénératives, je pense qu'on aurait moins de soucis par rapport à ce qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui. Pour moi, il est très important de revoir aussi toutes ces personnes, toutes ces jeunes aujourd'hui qui veulent faire ce métier et qui ne savent pas pourquoi ils veulent faire le métier. Parce qu'on rencontre souvent des personnes qui arrivent, des jeunes qui arrivent en EHPAD, mais qui ne savent pas. Nous, généralement, on forme des jeunes, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et je pense que c'est ce qui entraîne souvent cette responsabilité ou cette irresponsabilité. Et pour finir, je voulais dire, je parlerai surtout de, comment je vais dire ça, de la réévaluation et de la responsabilité. J'ai constaté que beaucoup de soignants en EHPAD ont peur de la responsabilité. Ils ont très peur de la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on a souvent en face de nous des personnes qui ne veulent pas, je vais prendre un exemple. On a parlé de la nutrition. Peut-être que je m'éloigne du sujet. Mais on a parlé de la nutrition tout à l'heure, mais on a des personnes souvent qui sont face aux résidents, qui ne peuvent plus, ils sont incapables non, je voulais dire qu'ils ne savent pas le pourquoi du comment. Excusez-moi, j'ai perdu complètement la file et je ne sais plus trop. D'accord. Alors, je pense, effectivement, il y a plusieurs points que vous avez abordés, madame. Donc, Luc, la question de la formation, celle de la vocation des plus jeunes, qui est peut-être aussi un peu délicate, et celui, donc, de la responsabilité, parce que c'est aussi beaucoup de responsabilités en EHPAD, et est-ce que c'est pas ça, justement, qui a fait qu'on ait eu autant de fermetures et de restrictions des droits? Alors, ça fait 3 questions. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse à quelque chose qui n'était pas vraiment une question. Vous témoignez de difficultés qui sont celles quotidiennes des EHPAD, à la fois parce qu'on a peut-être une mauvaise image de manière générale, de toute façon, des EHPAD. C'est vrai que ces derniers temps, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu, comment dire, profusion, comment dire, de reportages, d'articles qui présentent d'une manière ou d'une autre les EHPAD comme vous avez prononcé le mot de mouroir ou de maltraitance, etc. Moi, je veux redire là-dessus qu'indépendamment des difficultés qui sont évidemment inhérentes à l'exercice de ce qu'est même un EHPAD, nous sommes en France, il faut arrêter là aussi de se faire du mal pour rien. On est en France dans un pays dans lequel la prise en charge en établissement s'est considérablement améliorée.
par aussi la formation. Il y a toute une série de modules, je parle Humanitude, Montessori, d'autres, etc., d'autres méthodes qui se sont diffusées dans les établissements, qui permettent aussi, trop lentement, mais au fur et à mesure, de changer la façon d'appréhender le métier d'accompagnement des personnes âgées. Et je le redis, ils sont souvent critiqués parce que, évidemment que c'est facile de les critiquer, mais les grands groupes privés français sont aujourd'hui ceux qui sont en train de se développer partout dans le monde. Il n'y a pas de hasard. C'est aussi parce que une série d'éléments, notamment les conditions qu'ont fixées les pouvoirs publics il y a une vingtaine d'années. Les pouvoirs publics ont fixé des obligations en disant la taille des chambres, les ratios de personnel, la formation des directeurs, etc., etc. Il y a toute une série de normes qui ont été mises en place et qui ont fait modèle. Donc, évidemment, quand on est en France, on critique notre propre modèle. Je veux le redire, ce modèle-là, il s'exporte ailleurs, dans d'autres pays, parce que les méthodes, y compris de management, y compris de qualité, ont été mises. Mais tout ça est effacé par une ambiance qui fait que jamais de la vie, dans l'opinion publique, dans les médias, un EHPAD, un endroit où des personnes sont très fragiles et vont mourir, va devenir le paradis sur Terre. Bon, donc, on vit avec ça tout le temps. Mais la réalité, quand même, c'est qu'il ne faut pas que, y compris ceux qui, comme vous, semble-t-il, travaillent dans ce secteur-là et dans ce milieu-là, participent de cette dévalorisation du métier qui, pourtant, n'a cessé de s'améliorer dans sa qualité, dans la formation des personnels. Maintenant, évidemment, oui, que dire que c'est un métier où il y a des lourdes responsabilités, que c'est un métier où il faut avoir, entre guillemets, la vocation. C'est un métier qui est extrêmement prenant, y compris psychologiquement, physiquement, n'en parlons pas. C'est un métier où, Myriam El Khomri l'a dit, le taux de sinistralité est presque 2 fois supérieur au bâtiment. C'est plus, on a plus d'accidents du travail en travaillant en EHPAD qu'en étant là l'ouvrier du bâtiment en face dans la rue. Donc tout ça, on le sait. Tout ça, ce sont des boulets qu'on se traîne aux pieds pour amener vers nous des jeunes qui auraient envie de ce type de carrière. Et pourtant, c'est l'arme anti-chômage absolue, puisqu'on sait que dans les années qui arrivent, entre les créations d'emplois et les remplacements de départ à la retraite, on a plus de 300 000 emplois qui vont se créer dans les quelques années qui arrivent. Donc voilà, on est face à ça, mais de la même façon que demain vous allez au restaurant, le patron du restaurant va vous expliquer qu'il n'arrive plus à trouver du personnel formé. Vous allez dans le bâtiment, le gars va vous expliquer que je n'arrive plus à avoir des gens formés. Alors, je ne sais pas si ce sera un débat de la prochaine présidentielle. Manifestement, les quinquennats précédents n'ont pas permis de résoudre cette équation, qui est que plus le taux de chômage baisse, plus il y a une tension sur l'emploi, qui fait qu'il y a une inadéquation manifeste entre les besoins des entreprises, que ce soit les EHPAD, des restaurateurs, enfin, il y a plein d'autres, et puis ce qui sort du marché du travail ou du marché de la formation. Donc, je veux dire par là que tout ce que vous dites est vrai. Ce n'est pas totalement spécifique à notre secteur. Le serveur qui travaille jusqu'à minuit, qui se sent pressuré, qui se dit que, etc., qui est mal payé, il va avoir au fond, parfois, exactement le même discours et le même réflexe, et parfois, malheureusement, les mêmes conclusions. Il en tirera les mêmes conclusions que l'auxiliaire de vie ou l'aide-soignante, qui estime pour les mêmes raisons qu'elle travaille trop, qu'elle est mal payée, qu'elle est mal considérée par la société. Merci. Benoît Calmels, un mot avant de prendre la question de alors madame. C'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Luc. Et alors, juste une anecdote pour dire, et alors je vous ramène dans ma famille. On avait eu des débats il y a un certain temps justement sur, c'était au moment où, quelle formation, comment amener les gens. On venait de sortir d'une folle vague d'EHPAD bashing. En gros, d'un seul coup, j'interroge mes enfants pour leur dire pourquoi. Alors ça va de... Bon, la grande, elle est déjà infirmière, donc c'est fini, elle est partie encore pire. Mais en tout cas, voilà, c'est un de 19 ans, un de 16 et le petit de 12 ans. Alors celui de 12 ans, on ne lui pose pas la question, mais enfin, les deux, je leur dis, mais tiens, pourquoi, par exemple, vous ne choisissez pas une carrière auprès, j'ai même pas dit EHPAD, auprès des personnes âgées? Globalement, ils n'ont rien spécialement contre. Alors j'essaie de les pousser un peu en leur disant c'est quoi? C'est parce que c'est de travailler près de la mort, c'est de travailler près des vieux, c'est quoi? Ça leur posait pas de problème. D'ailleurs, l'aîné, lui, depuis, il rentre en école d'infirmière, donc c'était pas le souci. Et c'est celui de 12 ans, d'un seul coup, il lève la tête, il n'était pas intéressé par le débat, puis il lève la tête de son iPad et il nous fait, brutalement, vous savez comme peuvent le faire les gamins de 12 ans, il dit, mais à chaque fois que tu nous montres des vidéos où tu regardes tes collègues, c'est les autres fédérations qu'on regarde des fois à la télé ou autre,
Il dit, ils sont tous en train de dire à longueur de journaux que de toute façon, le secteur n'a pas d'avenir, qu'il va mourir, qu'ils n'ont plus de sous, que de toute façon, ça ne marchera plus et que bientôt, tout sera fermé. Il dit, qu'est-ce qu'on va aller dans un truc comme ça? Il dit, ça me plairait à moi, mais il dit, plutôt aller même dans l'armée, risquer sa vie sur un terrain quelconque. Il dit, parce que là, il n'y a pas d'avenir. On nous répète en permanence qu'il n'y a pas d'avenir. Qu'est-ce que je vais aller choisir une filière où il n'y a pas d'avenir? Donc je pense qu'il y a aussi là-dessus où nous-mêmes, on se tire des balles dans le pied en essayant... Alors certes, le secteur va mal, ça, il faut le dire. Par contre, il faut bien faire comprendre aux gens... Moi, voilà, j'ai fait carrière dans la Géronto, donc, et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir en tant que tel, parce que ça m'a apporté énormément de choses dans le sens du service à l'autre et du service à l'humain. Donc il faut plutôt positiver la chose, plutôt que de dire on va dépenser des millions en campagne d'affichage et en clips vidéo, qui ne serviront à rien tant qu'on continuera sur les plateaux, c'est un gamin de 12 ans qui le dit, à dire, mais de toute façon c'est fini, il n'y a aucun avenir dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Madame ? Mon mari est en EHPAD, c'est une bonne EHPAD, sauf que le CVS ne sert à rien. Le CVS n'a qu'une voix consultative. Il serait bien, c'est ma suggestion, que les représentants des familles aient les mêmes droits et soient des représentants des usagers avec les mêmes droits que les représentants des usagers en hôpitaux. Ça permettrait d'améliorer les choses. Merci. Merci. Joël Jaouen, je ne sais pas si vous voulez dire un mot, parce que c'est un combat que porte France Alzheimer, vraiment en quelques mots, parce que là aussi, le patient, il n'a pas les mêmes droits que l'usager. Vous ne pouvez pas savoir, comme ça me fait plaisir ce que vous venez de dire. J'en viens d'en parler avec M. Guèche, qui était mon voisin. Je crois qu'une des leçons de la pandémie, parce que je voudrais dire quelque chose sur la pandémie, vous avez dit que 80% des résidents en EHPAD sont atteints de troubles cognitifs et ont la maladie d'Alzheimer. Quand on a commencé à communiquer sur ce qui se passait dans les établissements, le mot Alzheimer n'a jamais été prononcé, comme s'il y avait une omerta sur ce mot-là. Je rebondis maintenant sur les CVS. Je pense que le moment est venu aussi de penser à une réforme de la représentation des usagers dans les CVS. Aujourd'hui, je vais être franc de collier. Aujourd'hui, la représentation des usagers, il faut avoir un résident dans l'établissement. Déjà, il faut trouver les volontaires. Quand on a trouvé le volontaire, après, il va se dire, mince, si je parle de trop, il risque peut-être d'avoir... Hein, on est d'accord là-dessus, il y a plein de témoignages qu'on a reçus. Je ne sais pas pourquoi, il y a un mécanisme qui existe dans le sanitaire, qui est une représentation officielle. On est tous, beaucoup d'entre nous dans la salle, des représentants d'usagers dans le sanitaire. On passe par la voie instaurée par l'ARS, où il y a un mécanisme qui existe. Je fais partie de ceux qui disent de passer par France Asso Santé. Toutes les listes sont en général acceptées. Est-ce que c'est utopique de penser qu'on pourrait avoir le même mécanisme appliqué au médico-social où nous, on est beaucoup plus compétents que dans le sanitaire? J'ai appris plein de choses, hein, mais moi, je pense que ma connaissance, notre pertinence, elle est dans le médico-social. Et nous sommes capables de dire dans les établissements avoir une parole libre parce que nous n'avons pas de représentants dans l'établissement, mais nous avons la compétence pour en parler. Donc nous portons, et le rapport de M. Guèche, moi je le confirme, on l'approuve complètement, le moment est arrivé de penser une réforme des CVS. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci, merci beaucoup. Madame la députée, une réaction? Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, et je pense que la prise en compte des usagers quand c'est possible et quand c'est pas possible de leurs représentants me semble, j'allais dire, une évidence. Et une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit. Je suis d'accord avec vous. Sauf que on voit bien l'enjeu de ce que certains appellent la démocratie sanitaire. Je pense que ça sert à rien de mettre des grands mots derrière tout ça. Je crois que là aussi, la crise sanitaire et le rôle qu'ont joué les représentants des familles lorsqu'il s'est agi de faire avancer les protocoles pour pouvoir aller visiter les familles dans les EHPAD montrent bien à quel point c'est, j'allais dire, ensemble, et c'est bien avec tous les intervenants, les relations entre la famille, les directeurs, la famille, les personnels soignants, elle est très importante. Et donc la place des CVS, et moi je suis très à l'aise pour le dire, dans des fonctions antérieures, j'ai beaucoup milité pour que, à l'intérieur des EHPAD, les CVS prennent toute leur place.
Mais là aussi, ça ne doit pas reposer que sur la volonté du directeur de faire ou pas prendre une place. C'est pas possible. Donc c'est à nous de trouver, j'allais dire, les voies et moyens, mais peut-être avec vous, pour faire en sorte que dans tous les établissements, quels qu'ils soient, ce qui est valable pour les EHPAD est aussi valable pour les CVS dans les établissements pour les personnes en situation de handicap. Donc on voit bien que l'importance des familles, elle est importante, comme l'écoute des usagers, l'est tout autant au niveau des ARS. On voit bien que c'est globalement une prise en compte de la parole à la fois des usagers et des familles qu'il nous faut repenser. Je ne sais pas si ça s'appelle la démocratie sanitaire, je ne suis même pas sûre que ce mot veuille dire quelque chose. En tout cas, il faut vraiment qu'on trouve la place, parce que c'est bien ensemble et collectivement qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et là aussi, dans les choses qu'il faut retenir de façon positive de la crise sanitaire, c'est bien ça aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Vous souhaitez réagir, non ? Sur la démocratie sanitaire, je suis d'accord. Peut-être on pourrait s'inspirer, parce qu'après tout, des fois, il y a une question de pouvoir aussi derrière tout ça. On a peur de perdre le pouvoir. Voilà. Alors que, je veux dire, le côté révolutionnaire des familles, des gens qui sont en EHPAD n'est pas forcément prononcé, même s'il y a des gens qui ont connu 68 qui vont arriver. Globalement, ce n'est pas les populations les plus révolutionnaires qui soient, enfin dans le sens de nihiliste. Mais ce qu'on peut se dire, c'est pour rassurer, ce n'est pas les gens qui sont ici que je vais rassurer, mais pour rassurer les directeurs d'établissements ou autres, dans les CCAS, le conseil d'administration du CCAS, c'est-à-dire l'organe délibérant, celui qui prend les décisions, qui gère le budget, à 50% est composé de gens qui ne sont pas issus du conseil municipal. C'est-à-dire des associations, des représentants d'usagers, de personnes âgées ou autres, et ça se passe très bien. Alors, de l'autre côté, il y a 50%, c'est des élus plus 1, le maire, mais globalement, il n'y a pas de problème, les CCAS fonctionnent bien, et c'est la seule entité que je connaisse en France où il y a un partage de la décision, je vous dis, y compris au niveau du budget, de la gestion des fonctionnaires qui y travaillent et des décisions politiques qui sont prises par le CCAS sur une ville, c'est 50%, c'est des gens qui sont en dehors des élus. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, pourquoi? Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des conseils d'administration paritaires dans les EHPAD et tout ça, c'est pas ça. Mais il faut que nos professionnels, ils se sortent de la tête qu'il y aurait une perte de pouvoir à craindre en tant que tel, mais qu'au contraire, de voir plutôt le côté positif, c'est que les usagers ou leurs représentants, quand il n'y a pas de possibilité en tant que tel, ils peuvent être des gens qui font avancer le système. Voilà. Et c'est toute cette question de la participation qui est mise en compte. Merci. Luc Broussy? Non, au-delà de la démocratie sanitaire, moi je pense qu'on a un grand chantier devant nous qui intéresse notamment la régénération dont je parlais tout à l'heure. C'est tout simplement la représentation des seniors, enfin, ou des personnes âgées ou des retraités. Ce que vous dites dans le CVS, c'est un peu la traduction de ce que je disais tout à l'heure, dans le bienvenue chez vous et bienvenue chez nous. Moi, j'ai combien de directeurs j'ai vu qui, comment dire, pour eux, c'était le CVS, c'était la formalité administrative, il fallait passer, ou c'est le caillou dans la chaussure, ou c'est la famille qui va nous ennuyer, ou qui va outrepasser. On va lui rappeler que le CVS, oh là là, vous êtes au-delà dans la loi, ça ne vous intéresse pas. Bon. Donc, on voit bien que c'est quelque chose quand même d'assez formel et que c'était très bien au moment où on l'a fait il y a 20 ans. Il est temps de réformer cet outil. Mais au-delà de ça, on était avec Jérôme ce matin à Villamy des Aînés, presque de l'autre côté de la rue là-bas, un colloque qui se passe en ce moment. Eh bien, une représentante, je ne sais plus qui, disait, c'était la CFDT retraitée, en disant que, vous savez, on a mis dans la loi des comités CDCA, comités départementaux de la citoyenneté et de l'âge. Bon, ce qui a remplacé les CODERPA. Elle expliquait qu'il y a un tiers à peine qui marche. Autonomie, oui. Pardon, autonomie, oui. Le comité départemental de citoyenneté et de l'autonomie, pardon. Et donc, ça a remplacé les anciens CODERPA, notamment sur la question de l'âge. Un tiers des départements seulement, ça fonctionne à peu près. 2 tiers, ça ne fonctionne même pas. Et là où ça fonctionne, ça reste purement formel. J'ai été vice-président de département. Voilà, je sais bien que tout ça est un peu formel, et souvent on a en face de nous des représentants d'associations ou de syndicats qui n'ont pas vu retraités eux-mêmes depuis bien longtemps. Bon. Donc, il y a un vrai problème dans ce pays de représentation des retraités. Il n'y a pas d'association, ou au contraire, il y en a tellement que du coup, il n'y en a plus.
Il y a une quinzaine de fédérations de retraités, centrales syndicales comprises. Il y a des mouvements, finalement, d'une certaine manière, comme vous, parce que vous êtes beaucoup d'aidants qui êtes en même temps des retraités, donc, mais vous êtes là comme aidants, pas comme retraités. Enfin, oui, bon, on avait avec Jérôme des contacts en ce moment avec des associations que vous connaissez peut-être comme Hold Up, comme notre ami là, Grey Pride, qui est parti du mouvement LGBT, mais qui a en réalité un discours beaucoup plus sociétal. Vous avez des petites associations comme ça qui vont avoir un discours beaucoup plus original que les institutions un peu classiques, mais d'une manière ou d'une autre, il y a dans ce pays, il y avait un CNRPA, un Comité national des retraités et personnes âgées dans ce pays. On l'a supprimé pour faire un haut conseil de l'âge, qui est une institution qui n'a aucun rapport avec la voix des retraités. Donc il y a un moment donné, il va falloir que tout le monde se prenne en main, et notamment les principaux intéressés, parce qu'on n'arrête pas de dire à chaque fois, à chaque colloque, « Ah oui, mais il n'y a pas dans... la voix des intéressés n'est pas... » Oui, mais où sont les intéressés? On est obligé de, vous voyez, de prendre un peu au hasard. Donc il n'y a aucun lobby gris dans ce pays, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Peut-être que ça peut être le bulletin de vote, mais en tout cas, il n'y a pas de fédération, d'association, de coordination telle que la voix des retraités, au-delà de peser sur le politique, il n'y a pas d'expression publique de ce que voudraient les retraités. Ça manque dans ce pays, et c'est à cette génération dont je parlais tout à l'heure, probablement, qui revient le défi de construire ce porte-voix. Aux États-Unis, vous avez une association, il y a 40 millions d'adhérents. Hein. En France, on n'a rien de ce point de vue-là, et ça manque. Eh bien, écoutez, ce sera le message de fin. Donc, on va tous se mobiliser. On vous applaudit. Merci. Merci, Madame la députée. Merci, messieurs. Merci pour ces échanges. On arrive déjà donc presque au terme de ces rencontres, mais on vous réserve une belle surprise pour la fin. Et je vous demande d'accueillir Delphine Montaigne, qui doit être dans la salle. Et je l'invite à me rejoindre sur la scène pour une très belle clôture. Delphine, on est ravis vraiment de vous accueillir pour clôturer ce bel événement. Alors Delphine, vous la connaissez, hein, bien évidemment. Elle est la réalisatrice d'un très beau film qui s'appelle « À contre-temps ». Absolument. Bonjour madame, prenez place toutes les deux. Et donc peut-être je propose que l'on puisse visionner ce film et après avoir un temps d'échange. Madame Leclerc, cette fois-ci, ce n'est plus un avertissement. Venez avec moi. Vous comprenez bien qu'une telle attitude ne peut être acceptée dans notre établissement. Nous avons une excellente réputation, vous le savez. Et c'est pour ça que vous nous faites confiance, d'ailleurs. Non, cette fois, Madame Leclerc, ce n'est plus un avertissement. Félix ne peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut, ici. Vous comprenez ça? Non. Je suis pas sûre de bien comprendre, en fait. C'est la 3e fois cette semaine, la 3e fois. Je pense avoir été on ne peut plus patient. Félix est un gentil garçon, il n'a rien fait de mal. Je vois pas en quoi il dérange. Mais c'est du tapage, Madame Leclerc. Du tapage? Félix ne respecte pas nos horaires, il provoque du désordre, il perturbe.
Non, non, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir interdire la présence de votre fils dans notre établissement. Je vais lui parler. Il est là? Pardon. Oh, c'est moi, je te parle. Pardon. Oh! Regarde-moi. Tu vois pas que je suis là? Regarde. Regarde. Tu sais qui je suis? Hein? Mamie? Oh! Oh, c'est moi, c'est Félix. Regarde-moi. Regarde-moi. Il était petit quand il lui a dit qu'il voulait danser. Qu'est-ce qu'elle a pu râler. C'était fou pour elle qu'il puisse avoir envie de danser. Même ça, elle l'a oublié. Il a tellement peur de la perdre. Ça paraît fou maintenant qu'on veuille les séparer.
C'est un bien joli tapage. Voilà, alors effectivement, c'est pas la première fois que je le vois, mais c'est toujours une grande émotion. Donc vraiment bravo, et j'ai demandé effectivement à Joël Chaouen de bien vouloir nous rejoindre pour que nous puissions échanger ensemble avant de clôturer cette journée. Delphine, peut-être une question. Pourquoi vous vous êtes intéressée à la maladie d'Alzheimer? Parce que je pense comme tout le monde, j'ai été approchée par la maladie d'une manière proche, courte, brève, et qui m'a laissée dans une incompréhension qui m'a fait creuser le sujet. J'avais la chance de connaître l'association France Alzheimer, donc je regardais tout d'abord de loin leur travail, et puis après je me suis intéressée à toutes ces approches qu'ils développent, leurs recherches, pour garder le contact, le lien d'une manière ou d'une autre, et ça m'a plu, et après j'ai réfléchi à ce jeune homme. Je m'étais dit, et notre jeune génération, nos enfants, comment ça se passe dans leur tête, parce qu'on parle évidemment beaucoup de nous, mais en l'occurrence moi j'étais jeune, et j'ai des enfants encore plus jeunes, qui ont donc approché la maladie d'une autre façon, et je me disais, mais eux, c'est quoi leur place dans tout ça? Qu'est-ce qu'on s'autorise, et jusqu'où vont les interdits? Et voilà, donc c'est parti de mes connaissances toutes petites, très peu légitimes finalement, mais qui ont attisé une curiosité. J'ai mélangé tout ça, et voilà. Et puis une aide de France Alzheimer dès le début du projet, qui m'a dit oui. C'est ce que j'avais fait lire le scénario. Je pense que c'était évidemment, ma productrice l'a lu, et je trouvais intéressant d'avoir un retour de France Alzheimer, parce que raconter des histoires qui n'existent pas, ça m'intéresse pas trop en fait. Vous vous définissez comme une réalisatrice engagée, parce que c'est un message fort en même temps, ce film. J'aime bien raconter des histoires vraies, parce que je trouve que l'outil cinéma, pour toucher le cœur des gens d'une manière universelle, en tout cas moi c'est un outil que je sais utiliser. Donc je ne sais pas si je suis engagée, ce qui est sûr c'est que parler de sujets forts avec du fond, dans une forme qu'on comprend tous, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, il n'y a pas besoin d'avoir une réalisation, on va dire, prétentieuse. Je pense qu'on peut parler de sujets graves en emmenant les gens par la main, et puis si on peut les réveiller sur tout ce qu'on peut faire à notre portée, en fait, qui a l'air dingue, mais qui finalement, une toute petite chose, peut mettre de la lumière. C'est ce que je fais dans tous les films, c'est que j'essaye de montrer la lumière qu'on peut trouver et qui n'est pas si loin, en fait, jamais. Enfin, voilà. Alors là, c'est peut-être une information que je vais donner à notre public, mais il n'y a pas que des comédiens qui jouent dans ce film. Vous pouvez nous en parler ? Non, alors ça, c'est vrai que c'est important. J'aime bien, quand je fais un film, mélanger du réel et puis évidemment des acteurs professionnels.
Donc c'était important aussi de mettre la lumière sur les aidants, les accompagnants, ceux qui travaillent dans les EHPAD. Mais en dehors des soignants, il y avait aussi, vous voyez, un cuisinier. Parce que tout ça, c'est un tout. Ils sont accompagnés du matin jusqu'au soir. Et même le cuisinier, il a son importance. Donc, vous avez du vrai personnel d'EHPAD. Et vous avez aussi des accompagnants. Et il y a 4 personnes atteintes de maladies qui ont souhaité tourner dans le film, dont un monsieur dont on voit le plan à la fin qui regarde, qui a 97 ans, qui est toujours de ce monde aujourd'hui, 2 ans après, et qui a adoré participer et assister à ce tournage. Donc ça fait partie de mes petits plaisirs personnels de réalisatrice. Et puis, j'ai été accompagnée par ma productrice qui m'a autorisée à faire ça, parce que c'est vrai qu'en termes d'assurance, et puis d'un EHPAD aussi qui nous a accueillis, grâce encore une fois à France Alzheimer, qui m'a ouvert son carnet d'adresses, et j'ai pu avoir les contacts, parce que tourner dans un EHPAD, j'aime autant vous dire, aujourd'hui c'est impossible, mais il y a 2 ans, ça l'était aussi, ça l'était moins, mais c'était déjà impossible. Donc voilà, on m'a fait confiance, nous on a respecté un cahier des charges important, et puis les résidents, on a tourné dans leurs horaires, et puis on a bien été à l'écoute de leurs besoins aussi. Alors je vais me tourner vers votre productrice, madame, quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert ce projet, lorsque vous avez lu le scénario? Alors, moi, quand j'ai lu le scénario, personnellement, j'ai pas de proches atteints de cette maladie, mais j'ai été séduite par la façon dont Delphine voulait approcher la prise de contact entre le danseur, Félix, et sa grand-mère. Parce qu'à la fois, on le voit danser pour rentrer en contact avec elle, mais c'est aussi quelque chose de très symbolique. Il s'agit dans tous les sens, il a beaucoup de mal, il prend beaucoup de mal, et ça illustrait pour moi bien toute la complexité qu'ont les gens pour rentrer en communication et reprendre contact avec les gens atteints de sa maladie. Donc il y avait quelque chose de symbolique que je trouvais très intéressant. Et il passe par plusieurs phases, en fait. Il essaie de se plonger dans son regard, dans le regard de sa grand-mère, il essaie de passer par le regard, et puis finalement, il se met à danser avec toute l'énergie qui peut sortir pour arriver à la capter, et il y réussit. Et à la fin, il y a un moment libérateur qui nous fait tous énormément de bien avec le sourire de Marie. Et c'était tout ce petit mécanisme-là que je trouvais très intéressant et qui nous a tous motivés pour mettre en place la production d'un film avec tous les aléas, comme disait Delphine, travailler dans un véritable EHPAD avec de vrais gens qui sont là au début du film, mais certains en disparaissent, parce que certains disparaissent, n'ont pas pu tenir tout le tournage et ont dû s'échapper. Mais c'était très intéressant, très humain, c'était passionnant. Voilà, on fait des films, on raconte des histoires. Ce sont des histoires qu'on raconte, mais ce sont aussi des expériences humaines qu'on aime bien vivre. Mais là, celle-là, elle était très forte. Merci. Alors, on a une dernière petite vidéo. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, je vous la laisse découvrir. Elle fait 1 minute 30, s'il est possible de la lancer en régie, s'il vous plaît.
Voilà, comme vous l'avez compris, ce sont tous les prix qui sont venus couronner ce film et c'est à suivre. Oui, on a commencé à l'envoyer en festival au mois de février 2020. Et très très vite, on a reçu un accueil incroyable dans le monde entier. On est éligible aux Oscars. On est passé à ça d'avoir le prix Unifrance 2021. Finalement, on n'a pas été dans la sélection finale, mais on vit des aventures incroyables avec ce film. Et d'ailleurs, on est arrivé en cours de route certains points que vous avez soulevés faisaient écho du coup, parce que je me disais, oui, en effet, le sujet intéresse, le sujet touche. Tout le monde se reconnaît, a envie d'en parler, a envie de participer, a envie de donner des solutions ou soulever des points, des problématiques. On a envie de voir, comme vous le disiez, une autre façon aussi d'aborder ces problématiques. Pourquoi pas la fiction? Pourquoi pas la chanson? J'en sais rien. Mais il y a peut-être quelque chose d'artistique aussi qu'on peut utiliser pour mettre en lumière vos problématiques. En tout cas, les récompenses du film, bien sûr que nous en sommes très heureuses, mais il est évident que c'est le sujet avant tout qui a reçu toutes ces récompenses. En tout cas, c'est ce que je crois. Merci beaucoup. Joël Jaouen, je vous passe la parole. Votre réaction après avoir vu ce film, après avoir entendu Delphine. C'est la troisième fois que je le vois, c'est la troisième fois, j'ai la même émotion. C'est franchement extraordinaire. Je voulais vous dire aussi que quand on a vu les dernières diapos, là, je pense que Franz Alzheimer a fait le bon choix en vous accompagnant. Et on peut se féliciter. Parce que, en fait, vous savez, dans l'émission principale de Franz Alzheimer, il y a une action de plaidoyer. Pouvoir public, mais aussi grand public. Et là, on remplit complètement notre mission de plaidoyer auprès du public. Ce que je trouve intéressant dans le film aussi, il y a la notion intergénérationnelle, auquel on attache de plus en plus d'importance. Des messages qui vont vers... déjà, on a sensibilisé, on a fait une action avec un petit fascicule auprès des petits-enfants. Là, on est dans une autre tranche d'âge qui sont les adolescents, qui sont très, très, très sensibles à la situation des grands-parents. Alors, je ne connais pas, vous allez me la dire, la phrase exacte, quand la maman dit, pour expliquer à ce directeur, tiens, au fait, on a beaucoup parlé des directeurs d'établissement tout à l'heure, mais elle dit, mais ils n'acceptent pas qu'ils ne la reconnaissent pas. Vous dites quelque chose, on lui fait dire à la maman, cette attitude de l'ado, enfin je l'appelle l'ado, il n'accepte pas qu'elle ne le reconnaît pas, c'est ça, quelque part, que vous lui faites dire. Il n'accepte pas la situation. Oui, elle dit aussi, il a tellement peur de la perdre, en sous-entendant qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Tellement peur de la perdre. Il a tellement peur de la perdre. Parce que les grands-parents, c'est quelque chose de... Enfin, ça fait partie de l'identité de l'enfant, autant que les parents. Donc, on ne peut pas décider que sous prétexte que mamie ou papy ne répond plus comme avant ou n'a pas cette conscience, parce que là, on laisse entendre aussi qu'elle a été très véhémente quand son petit-fils lui a dit « je vais faire de la danse ». La maman explique que elle a trouvé ça un petit peu spécial qu'un garçon fasse de la danse. C'était aussi pour remettre tout ce concept, tout ce contexte de les grands-parents. Parfois, les petits-enfants, on n'est pas d'accord avec son grand-père ou sa grand-mère parce qu'ils ont un avis d'une autre génération, mais ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas le lien, et on ne peut pas les priver sous prétexte que c'est plus papy, c'est plus mamie qui est là. On ne peut pas couper comme on a tendance tous à le faire. On coupe parce qu'on se dit il vaut mieux pas que tu vois mamie dans cet état-là. Mais c'est pas grave, faisons confiance à nos enfants, laissons-leur vivre quelque chose. Ils ont leurs moyens à eux de communiquer. Félix, c'est la danse parce que c'est l'outil qu'il avait avec elle pour la titiller un petit peu. D'ailleurs, on le voit très en colère. Mais il y a plein d'autres méthodes. Il y a le dessin, il y a la lumière, il y a le chant. Enfin, il y a, vous savez, toutes les méthodes. Et nos enfants sont pleins de ressources pour communiquer avec les grands-parents. Et on adore nos grands-parents. On en a besoin. Même s'ils ne sont plus là à 100%. Je pense qu'il y a un message aussi très important. Ça prouve que ces personnes qu'on considère comme étant dans un début de la fin, il y a encore des ressources à aller chercher. Et ce film,
répond à ce côté. Je pense qu'il y a des ressources inépuisables et ça, vous le mettez bien en évidence. Par contre, j'ai un message à faire passer au directeur. On a parlé de la nutrition ce matin, il ferait pas mal de faire attention. Mais regardez, le directeur, à la fin, il sourit, c'est un brave homme, il est dans sa posture de directeur. Vous savez, c'est compliqué d'avoir un gamin qui vient 3 fois par semaine vous mettre le bazar dans la salle de restauration. Donc, moi, j'avais dit à l'acteur, qui est Gérard de Salle, qui est un grand acteur de théâtre et de doublage, il me disait, il n'est pas très sympa, ton directeur. Je dis, mais non, écoute, mets-toi dans sa peau, il doit gérer des problématiques complexes, et là, il a un petit troublion. Et il y a un règlement, il y a des assurances, on ne peut pas rentrer, parce que je lui avais dit, imagine que Félix rentre par la fenêtre, parce qu'il n'a plus le droit de rentrer par l'entrée. Bon, tu vois, il fait des choses interdites, ce gamin. Tu ne peux pas décider que c'est beau, que c'est formidable. Tu vas décider tranquillement que c'est beau et que c'est formidable, mais qu'à la fin du film. Donc parce qu'il luttait un petit peu, il était très gentil au départ, Gérard. Il ne voulait pas être méchant, il ne voulait pas être un directeur méchant. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça va. Mais aussi, quelque part, je voudrais quand même souligner on a beaucoup parlé des EHPAD tout à l'heure. On a dressé, à mon avis, un tableau un petit peu trop négatif des EHPAD. Parce que, vous savez, moi je suis un ancien commerçant, j'ai un slogan qui est très simple, qui est très terre à terre. Quelque chose marche bien, ça dépend qui est derrière le comptoir. Et ça s'applique aussi aux EHPAD. Et je voulais vous dire qu'on n'a pas parlé du tout de quelque chose qui est issu du plan Alzheimer 2012 dans les EHPAD, que sont les PASA. Quand les établissements sont équipés de PASA, c'est justement l'endroit où on peut encore aller chercher des ressources des gens qui sont en établissement. Et le PASA est également un outil à la disposition d'un meilleur accompagnement en établissement. Donc ça fait partie des progrès qu'on a fait. Des fois, je fais souvent allusion au moment où j'étais un aidant, il y a plus de 20 ans maintenant, quelque chose de positif sur lequel il faudrait qu'on termine sur une note positive. On a fait quand même beaucoup de progrès, même si on est conscient qu'il y a énormément encore de choses à faire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je voulais faire, pour les malades jeunes, on a beaucoup d'idées, il faut qu'on soit beaucoup plus performant, mais revenons à madame, parce que c'est madame qui est aujourd'hui la plus importante dans cette conclusion de cette journée. Moi, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, moi je trouvais super. Maintenant, ça n'engage que moi, mais je vous assure que je suis très très content et j'espère partager ça avec vous. Merci à vous encore, je peux vous dire que qu'est-ce qu'on est fiers de vous avoir accompagné. Ça, c'est une certitude. Et on vous applaudit encore. Vraiment, bravo. Merci. Merci à tous.